C'est bien beau tout ça, les revues de cinéma, mais quel film tu as vu là récemment? Alors un film que je conseille, c'est Dimanche. Alors le réalisateur s'appelle Kolikov, si j'ai bonne mémoire. C'est un film qui va sortir début avril. Et en fait, ce film, ça se passe en Ouzbékistan. Tu vois un vieux couple, un vieux monsieur, une vieille dame, donc qui vivent dans un petit village. Et en fait, toutes les semaines, tous les dimanches, pas tous les dimanches, mais toutes les semaines, eh bien, leurs enfants, sans qu'ils le veuillent, leur apportent un outil de nouvelle technologie. Une nouvelle voiture, un nouveau téléphone, une nouvelle machine à laver, nouveau frigo. Et en fait, Ils ont gagné au loto ou quoi? Non, c'est juste que le gouvernement assez autoritaire d'Ouzbékistan, en tout cas représenté tel quel dans le film, veut un grand bond en avant technologique. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en remplaçant chacun de ces outils, qui représentent pas grand-chose en fait, on a la sensation, qui sont des petits détails dans la vie de ces gens, le remplacement de ces objets bouleverse la vie de ce vieux couple. Et en fait, ce que montre le film, c'est que ces objets peuvent sembler communs, banals, et ça peut sembler pratique de les remplacer, mais aussi ils témoignent d'une certaine manière de vivre, d'une certaine culture. Et en fait, ça montre qu'une culture, une manière d'être, c'est aussi dans le détail, dans les petits détails. Et que changer ces petits détails, ça change, ça tue aussi cette manière d'être, cette culture. Et au-delà, en fait, de cette culture qui est aussi misogyne, patriarcale, on voit que ce couple, en fait, est ensemble pour essayer de s'adapter malgré le tout, et on voit à quel point ils s'aiment au travers de ces défis qu'ils doivent affronter. Et donc c'est un film qui est extrêmement humain et extrêmement profond et très beau. Et peut-être que chaque nouvel outil détruit un savoir-faire, c'est ça. en fait. Non, pas un savoir-faire, mais juste une manière de vivre, surtout. Alors, par exemple, s'ils viennent avec, je sais pas, je l'ai pas vu le film, mais ils viennent avec une machine à laver. Oui. Le bruit de la machine à laver, en fait. Ou non, mieux, c'est pas une machine à laver, c'est une gazinière. Une gazinière qui est donc au gaz. Il comprend pas comment ça fonctionne. Ça coupe, et la scène d'après, vous voyez sa femme en train d'essayer de lui bander le visage parce qu'il s'est explosé avec la gazinière. Mais il y a un vrai humour dans le film. Mais avant, elle faisait avec quoi la cuisine? Alors, je sais pas exactement, peut-être au feu de bois, parce que c'est vraiment dans la campagne ouzbèque. Hein. D'accord, mais oui, mais moi ça me donne envie de le voir. Ajoutons à ça qu'ils font des tapis à la main aussi. Ah oui, donc c'est un peu moyenâgeux là où ils sont, quoi. Je n'irai pas jusque-là. Mais moyenâgeux, c'est une façon de parler. Je veux dire, ils n'ont pas le téléphone peut-être. Ils ont le téléphone, mais à l'ancienne. Est-ce qu'ils ont l'eau courante? Probablement, je sais pas. Bon. En tout cas, et pourquoi tu dis que ça ne détruit pas un savoir-faire? Non, justement, parce qu'en fait, c'est pas une question de savoir-faire, mais une manière d'être. Le savoir-faire, c'est quelque chose qu'on construit avec un savoir-faire. Là, c'est pas un savoir-faire, c'est une manière de vivre, une manière d'organiser la société. Par exemple, si elle vient avec une crêpière, par exemple. Oui. Il faut savoir l'utiliser. Mais non, mais c'est pas ça. Tu vois, le téléphone, ils savent pas comment la faire utiliser. Alors, ils sont vieux, donc à un moment, ils peuvent faire, mettons, une crise cardiaque et ils peuvent pas. Ah ben voilà, oui, d'accord, je comprends. Tu vois. Et c'est présenté sous l'angle de l'humour. De l'humour, oui, en partie, mais un humour subtil. Tu vois, un humour discret. C'est plus de l'ironie. Mais c'est aussi un drame. C'est aussi, ils ne veulent pas que ça change, mais on leur impose le changement, si tu veux. Mm-hmm. Et toi, qu'est-ce que tu as vu? Oui, mais comment il s'appelle le tien? Dimanche, avec un S. Il faut que je retienne. J'ai vu déjà les affiches d'annonce du film. Il sort le début avril, je crois. D'accord. Bon. Et toi? Alors, moi, voilà. Comment ça s'est passé? Donc, il y a l'attaché de presse de Dark Star qui me téléphone et qui me dit Jean-Marc, j'ai un film pour toi et tout. Ça raconte l'histoire de personnes qui ont Alzheimer. J'ai dit non, mais c'est pas du tout pour moi. J'ai pas envie de voir un film qui parle d'Alzheimer, par pitié. Non, je peux pas. Je commence à voir apparaître autour de moi des gens qui oh là 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 là. Elle m'a dit mais non, tu verras. Donc, je suis allé le voir. Je suis allé le voir. Donc ça s'appelle Les Esprits Libres et ça sort le 30 avril. D'accord. Donc à la fin avril, voilà. Alors c'est un film de Bernard Hagenmüller. Et alors je l'ai vu très attentivement. D'abord la photo est très belle. Et alors au début, je vous avoue que pendant les premières 20 minutes, j'ai dit non, c'est pas possible, je peux pas supporter d'abord de voir la déchéance, la vieillesse, l'affaissement, tout. Et puis derrière, je me disais oh là là, mais derrière, alors que toute cette expérience, elle est construite, je le dirai après. J'ai dit mais enfin c'est encore, allez, on va dire
comme si on était au café du commerce, c'est encore un film de bobo. Ça veut dire que quoi mais j'ai dit, mais c'est une fatalité quand même. L'Alzheimer, c'est une maladie terrible qui est irréversible et qui est pire que le cancer parce qu'en fait, ça rend malade et en fait, on ne meurt pas, on n'est plus dans la dignité, plus rien, plus rien. Alors ils arrivent donc dans une très belle résidence, un genre de petit château. Donc il y a les soignants, il y a des artistes et l'idée, c'est en 3 semaines, on va avec ces personnes âgées qui ne sont plus ça c'est très important, elles ne sont plus dans le cadre médical. Donc ces personnes sont 2 par chambre, elles ont chacune une infirmière, donc tu vois c'est quand même assez utopique. Hein. Oui. Donc il y a un musicien, il y a une conteuse et il y a une dramaturge. Et l'idée c'est de leur faire parler de leur quotidien et à la fin donc monter un spectacle théâtral et avec du public. Alors ça, c'est très à la mode. Il y a Ghostlight qui va sortir pareil le 30 avril, qui parle aussi de la rédemption par le théâtre. Avant, on avait eu des frères Taviani et César doit mourir. On a eu Tsing Tsing. Enfin, on dirait que par le théâtre, maintenant... Alors, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que ça m'agace, ce film, c'est pas possible. Eh ben non, parce que peu à peu, il y a tellement d'empathie. Alors, par exemple, l'infirmière, elle passe évidemment, parce qu'elle doit prendre l'attention, des choses comme ça, mais il n'y a plus les médicaments qui les abrutissent. Et par exemple, si une fait pipi au lit, eh ben, elle va aider à changer les draps. Par exemple, ils sont pas nombreux en fait, hein, je crois qu'ils sont 17. Voilà, c'est ça, c'est une utopie. Hein. Et quand ceux qui sont encore capables de peler les patates ou bien de mettre la table, ils sont comme dans une vraie famille, quoi, ou dans une, comme on appelait ça, les communautés hippies, quoi. On est tous à égalité, c'est-à-dire que le psychiatre, il est à la même hauteur, il est venu lui avec ses enfants, ça c'est très important, plus les animaux. Eh ben, à la fin, mais c'était incroyable, les gens. Les malades, on a appelé ça des malades malheureusement, leur visage a changé, leur façon d'être au monde, c'est un documentaire ou c'est un documentaire scénarisé. Et alors ils ont créé une association parce qu'ils espèrent, mais j'espère que, vu l'état actuel de l'hôpital, ça peut pas arriver, que maintenant on arrivera à proposer ça à tous les malades pour qu'ils puissent vivre dans la dignité. Mais c'est incroyable. Il y avait une grand-mère qui arrêtait pas d'insulter tout le monde. Mais à la fin, elle joue un rôle. Elle joue le rôle, et c'est drôle aussi, il y a des moments très drôles, elle joue le rôle du médecin. Alors t'imagines, c'est une malade qui a l'Alzheimer et elle arrive à sortir des phrases qu'elle a entendues et des phrases un peu caractéristiques de médecine. Quel est votre ressenti par rapport à la situation? Et elle prend l'air du médecin. Et tout est comme ça. Et il y a de la musique, il y a de la danse, en fait. Alors, il y a un lien, donc, qu'on vous proposera à la fin du film, pour aller soutenir cette initiative. Donc, à voir vraiment. Ah, mais non. Alors là, franchement, c'est à voir. Il faut surtout pas partir comme moi, de façon imbécile, avec des idées préconçues. C'est parce qu'en fait, je disais, non, je vais trop souffrir. Ça va te déprimer? Bah, pas du tout. C'est pas déprimant. Alors, ça m'a quand même pas rendu très très gai parce que quand même il y a quand même l'avancée vers cette maladie qui est complètement l'oubli de tout, quoi. Mais on se dit que c'est peut-être pas la maladie c'est une maladie gravissime, c'est pas ce que je veux dire, mais avec peut-être de l'attention, de la gentillesse, c'est-à-dire que ce groupe de médecins et de soignants et d'artistes, ils se sont dit que dans les pays, par exemple, du Maghreb, ou autrefois la France, ou l'Italie, ou l'Espagne, les vieux restaient à la maison. On disait, la grand-mère, elle a perdu la boule. Mais ils étaient là. Et on leur donnait des petits trucs à faire, ou on s'occupait, on disait, mais tu veux pas aller? Alors elle partait avec son petit cabal, faisait 3 courses, les 3 quarts du temps, elle avait tout oublié. C'est un peu ça qu'ils essaient, c'est-à-dire de revenir un petit peu à ce que nous étions avant d'être, comme nous disait ce matin Serge Abédikian, transparent. Ouais. C'est-à-dire que chaque individu, il compte dans cette chaîne de la vie. Autant le soignant, le psychiatre que la dame là qui fait la cuisine, parce qu'il y a la dame qui fait la cuisine, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui les nourrisse et tout. Mais non, ce film magnifique, franchement, j'ai bien aimé. Ah, ça me donne envie de le voir. Moi, merci. Tu vois, tu parles de la maladie, maladie. Moi, j'ai vu un film, Simone de la Montagna.
J'espère que je le prononce. Alors, je l'ai vu moi aussi, mais l'année dernière. Ah bon, l'année dernière? Moi, je l'ai vu. Il est sorti à Cannes, Simone de la Montagne. Oui, oui. Il était dans une compétition. Semaine de la critique. Il a gagné la semaine de la critique. Donc, on suit un jeune homme handicapé mental. On ne sait pas quel exactement est son handicap. Il essaie de s'intégrer à un groupe d'amis qui font partie d'une institution spécialisée pour les handicapés. Et en fait, la particularité de ce film, c'est que sans explication, sans développement autour de lui, on est projeté avec lui dans cet univers et on le voit, comme c'est un adolescent, fin d'adolescence, il a 21 ans, avoir des pulsions très normales, normalement, des pulsions très normales normalement. Sexuelles. Avoir des pulsions sexuelles. Pardon, je ne devrais pas me mêler de. Avoir des désirs normaux pour un adolescent, mais qui, dans le cadre de son handicap, génèrent des complexités, des difficultés. Et en fait, ce film est intéressant parce qu'il arrive à retranscrire ce que c'est, quand on est strictement du point de vue du personnage principal, que de vivre dans ce monde d'un point de vue handicapé. C'est-à-dire, c'est un monde assez hostile. On est souvent, d'un point de vue esthétique, on a des cadrages très serrés, donc on est enfermé sur les personnages comme leur handicap les enferme sur eux-mêmes quelque part. Mais aussi, on voit aussi le caractère injuste, je dirais, qu'est le handicap, parce qu'il ne permet pas de vivre pleinement, sereinement des désirs, en fait, plus que des pulsions qui sont parfaitement humaines et parfaitement normales. Et je trouve que le film parvient à nous mettre au niveau de ces gens. Il n'idéalise pas le handicap, il ne projette pas dans un univers où tout est gentil, tout est joyeux, tout est parfait. Il montre que c'est difficile. Et donc en fait, c'est pas un film idéologique, il essaie de montrer les choses d'une manière crue, sincère et honnête. Et je trouve que c'est une belle démarche, en fait. C'est un film assez dur, assez âpre par moments, mais qui par son regard, très cru, très clinique, en fait, qui ne montre pas forcément des gens bien, qui montre juste des gens qui peuvent mentir, qui peuvent tricher sur leur propre handicap pour pouvoir entrer dans une salle de cinéma sans avoir à payer, alors qu'ils ne devraient pas avoir à le faire. Il met en scène des personnages purement humains, et ce qui fait que l'empathie et l'identification marchent parce qu'ils sont humains. Voilà, on ne sollicite pas la pitié du spectateur, on sollicite son humanité avec ce film. Et c'est en ça que moi je conseille de le voir. Et moi en plus je l'ai vu l'année dernière, alors j'ai des souvenirs moins précis, mais il y avait une dimension assez poétique au film. Oui, aussi poétique par rapport... poétique, c'est pas tant dans l'image. Si, au début, Simone de la Montagne, ils essaient de gravir, de vouloir se surpasser. Oui, ils viennent de la montagne, on dirait qu'ils apparaissent comme ça. En fait, il y a presque, plutôt que poétique, presque une dimension biblique, je dirais. Oui, voilà. Mystique, en fait, avec l'arrivée de ces gens, c'est pas trop doux ni pourquoi. Oui, quelque chose qui nous dépasse, quoi. C'est ça. C'est pour ça que c'est bien de le mettre en relation avec cet autre film là dont je viens de parler. Mais encore une fois, c'est une vision qui est dénuée d'idéologie. C'est ça que j'aime, parce que on parle souvent beaucoup du handicap par les temps qui courent, tant mieux. Mais il y a un peu trop. Moi, ce que je n'aime pas, en fait, c'est quand on cherche à faire la morale ou à culpabiliser le spectateur. Là, le film n'essaie pas de culpabiliser le spectateur. Il n'en appelle pas à cette notion. Regardez, tu vois, c'est pas si vous vous en occupez pas. Ou si vous ne vous sentez pas concerné, vous êtes des salauds. C'est pas ça, ce film. Tu vois ce que je Oui, veux mais dire? si je me souviens bien, moi j'ai mis longtemps à comprendre, longtemps peut-être pas toute la durée du film, mais quand même un certain temps avant de comprendre que c'était des enfants handicapés. On ne sait pas très bien au début exactement où est le problème, s'il y a un problème, on sent qu'il y a quelque chose. On sent qu'il y a quelque chose, mais... Voilà. D'étrange, voilà, c'est inquiétante étrangeté. C'est ça. C'est quelque chose qui est... Et en fait, cette inquiétante étrangeté, en fait, c'est ce que ressentent aussi ces personnages handicapés par rapport au monde qui les entoure. C'est-à-dire que eux, peut-être, doivent nous trouver étranges. C'est ça. C'est nous qui sommes étranges par rapport à eux. Il y a une forme d'inversion qui est très subtile. Oui, oui. Et par rapport... Est-ce qu'il y a d'autres films, toi, que tu as vu? Alors, en fait, il y en a un qui est déjà sorti il y a une semaine. On va croire que c'est de l'acharnement. Mais en ce moment, mon nouveau combat Don Quichotesque, c'est ce que j'appelle les films boursouflures. Alors, là-dedans, je mets par exemple The Brutalist, qui dure 3h30. Je l'ai vu en 2 fois, parce qu'en fait, c'était trop long. En 2 fois. Alors, la première partie m'a beaucoup plu.
Et la deuxième partie, un peu moins. Mais bon, alors après, par exemple, on a justement celui qui faisait la couverture, la Mickey 17 de Bong Joon-ho, que je trouvais quand même... Alors, c'est encore une boursouflure. Boursouflure, j'entends boursouflure temporelle et boursouflure de tous les effets, de tout. Ce sont des films qui doivent coûter excessivement cher, mais qui accouchent d'une souris, en fait. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que les hommes sont des imbéciles, en fait. Voilà, c'est ce que, en fait, on fait des expériences pour voilà, bon. Et puis, il y a aussi, par exemple, Black Dog. Je trouve que c'est une boursouflure. Ça dure plus de 2h10 et tout ça, bon, parce que... ce film que tu veux... Non, c'est pas celui-là. Alors, celui sur lequel je m'acharne, c'est le nouveau film de Paolo Sorrentino qui s'appelle Parthénope, qui dure lui aussi plus de 2h12. Je le sais parce que j'ai souffert tout le long. Alors, on l'attend depuis le Festival de Cannes. Il était en sélection officielle. Donc, il est sorti la semaine dernière. Alors, j'y suis allé alors que je déteste Sorrentino, La Grande Bellezza. Et tu t'es pas facilité la vie, là, en allant voir un film d'un réalisateur que tu détestes. On est bien, c'est notre travail quand même. Oui, on doit bien voir tout ce qu'il y a. Moi, je ne peux pas voir tout ce qu'il y a parce que sinon, je ne dormirai pas la nuit. Mais j'essaie de voir un maximum de films. Je me suis dit, bon, peut-être tu es trop méchant, gna. Parce qu'il y a plein de gens qui me bassinent avec ce Sorrentino. Ils trouvent que La Grande Bellezza, c'est un chef-d'œuvre alors que c'est du plagiat de Fellini. Bon. Donc j'y vais et toutes les 10 minutes, je dis bon, je pars, j'en peux plus. Donc je suis resté jusqu'au bout. Alors j'appelle ça un film boursouflure parce que pareil, c'est un film qui aurait pu être intéressant. Mais évidemment, il est encore une fois calqué sur l'imaginaire de Fellini surtout. Donc ça raconte quoi? Parthénope, c'est le nom d'une des sirènes qui avait envoûté Ulysse. Ça remonte à 2500 ans en arrière. La Grèce antique. Voilà. Et donc, cette fameuse Parthénope, elle s'était jouée à un endroit ça a donné naissance à Naples. D'accord. Donc voilà, alors il appelle son héroïne Parthénope, et dans le film on dit qu'elle ressemble à Sophia Loren, en fait de nuit et de loin. D'accord. Parce qu'elle ne ressemble pas du tout, elle n'a aucun charisme. Alors les acteurs, souvent très jeunes, on dirait des gravures de mode de chez, je ne sais pas quoi, moi, de Hugo Boss. Ils se promènent dans des endroits merveilleux, c'est le plus grand hôtel de Capri. Alors les gens, quand on lit la critique ou les commentaires, alors je sais pas quoi, Le Parisien libéré, sublimissime, le ciel d'azur, enfin bon, tout est dithyrambique, mais tout est catastrophique quand on le voit. Il n'y a pas d'histoire, on dirait qu'ils ont griffonné ça sur un coin de table ici. Ah tiens, à Parthénope. Oh, ça, c'est une bonne idée, mon coco, ça va marcher. Oui, alors Napoli, Capri, la fille. Alors, la fille, elle est étudiante en anthropologie. Elle passe son temps à fumer, à boire, à coucher avec tout le monde. Hein. Ouais. Et elle va remplacer le professeur parce qu'elle est encore meilleure que lui. Tu la vois jamais bûcher, ni rien, ni lire. Mais elle doit avoir la science infuse, évidemment. C'est une sirène. Et donc, elle passe son examen, elle en sait plus que le prof, et après elle va le remplacer. Enfin voilà, tout est comme ça. C'est métaphorique féministe ce film, non? Bon, je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Pour moi, c'est un mystère, c'est un ovni. D'accord. Alors à ce niveau-là, tu me donnes presque envie de le voir justement. Mais en fait, il faut le voir. C'est un film qu'il faut voir. Et puis vous m'écrivez soit pour m'insulter. Attention parce que tu vas avoir après des gens qui vont. Alors non, attends, moi alors là quand même, je l'ai écrit d'ailleurs sur Facebook. Je ne dis pas toujours que des conneries. Ou alors j'ai écouté après coup Le Masque et la Plume, Xavier Le Herpeur et Odissino sont. C'est moi qui suis. Enfin, personne n'est d'accord. Enfin, bref, ils disent la même chose que moi, ça m'a rassuré. Pierre Murat, non. Et donc, j'ai un ami qui, lui, chaque fois, c'est notre pierre d'achoppement. Lui, il adore La Grande Bellezza, alors qu'il est félinien. Moi, je déteste, évidemment. Et donc, toujours, il est allé le voir 3 fois. Il me dit, mais tu n'as rien compris, c'est un film magnifique et tout. Et là, je lui ai dit pour Parthénope, et il m'a enfin avoué, je suis allé voir Parthénope et j'ai pas aimé. Voilà. Bon. Donc, est-ce que j'ai réussi mon travail de critique? Je pense, oui, tu n'es pas fou. Non, je sais pas. Mais est-ce que j'ai des arguments? Non. Si, tu n'as pas aimé, c'est un ersatz de Fellini. Non, mais il n'est pas aimé. C'est-à-dire, c'est pas une science exacte. Non, mais oui, je sais. Non, mais normalement, on n'a pas le droit de dire j'ai pas aimé. On comprend ce que tu reproches au film. D'accord. Donc, je trouve. Donc, c'est pas complètement subjectif ni arbitraire. La critique, d'accord, merci. Part de subjectif, moi, dans la critique. Non, mais c'était tout ce que je voulais savoir. Moi, il y a un film dont je voudrais te parler, un film très positif, Kyuka. Il s'appelle d'un jeune auteur grec, dont j'ai oublié le nom. Ah, mais je l'ai vu aussi, celui-là. Tu l'as vu?
Ben, ça, c'était de l'acide. Oui, et j'ai Oui. beaucoup aimé ce film, personnellement. Qui est un peu homérien, en fait. C'est ça, exactement, tu as dit le mot. Et Alors, ça se passe en Grèce, oui, ça oui. se passe en Grèce. Alors, donc dire que je l'ai aimé, non, mais je te laisse parler. Hein. Donc, il y a un père, un pêcheur, qui emmène ses 2 enfants en voyage un été, en bateau. Et en fait, ce qu'ignore ces 2 enfants, c'est qu'il va les amener à leur mère. Mère qui les a quittés et qui a refait sa vie avec un autre, en fait. La mère. La mère. Oui, la mère. Il y a une dimension, comme tu dis, très homérienne. En fait. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est qu'il y a une dimension à tiroir. C'est une intrigue à tiroir à poupée russe. Au début, on croit qu'on saisit le film, et en fait, à mesure que les scènes s'accumulent, on comprend qu'il y a autre chose, qu'il y a d'autres enjeux dans le film. Et en fait, la première partie du film est montée d'une manière relativement classique. Où c'est les personnages qui font avancer l'intrigue que l'on découvre, en même temps que on est associé au point de vue des adolescents, et donc on ne sait pas ce qui se passe, mais le père, lui, sait ce qui se passe, il sait où ils vont. Et en fait, à partir de la deuxième moitié du film, où on a bien compris les enjeux, l'esthétique du film mute, et en fait, ça devient un film purement moderne, c'est-à-dire que les figures de montage, les figures esthétiques, il y a un moment où il y a une scène qui est montrée à rebours, parce qu'ils n'ont pas envie d'en arriver à la confrontation. Il y a un moment où il y a une scène où ce ne sont plus des images, où ce ne sont plus que des photogrammes, où ce sont des photos sur lesquelles on superpose des sons, parce que c'est trop vif, trop fort, et l'image s'arrête, parce que c'est aussi la vie des personnages qui s'arrête. Ça prend le relais de l'histoire, et ça dit littéralement le sens des scènes, en fait, si tu veux, les figures de montage. Et en fait, à partir du moment où l'émotion des personnages par la confrontation devient trop intense, on ne peut plus filmer normalement d'une manière classique, on filme d'une manière moderne. Et donc, ça montre une certaine pudeur par rapport aux émotions. On ne montre pas l'action directement, mais indirectement. On montre sa puissance, et en fait, on montre le résultat de la confrontation de puissantes émotions, en fait, entre individus qui s'affrontent. Et du coup, c'est extrêmement pur, je trouve, et c'est très, ça m'appelle un peu le cinéma iranien que peut faire Kiarostami, que peut faire Panahi. L'émotion est tellement forte qu'on ne peut pas la filmer. Ça donne un côté très sculptural au film, tu sais. C'est comme le Laocoon, où on ne filme pas le moment où il va mourir, mais avant ou après, tu vois, quand il crie. Du coup, ça renforce l'émotion. L'esthétique du film, en fait, ce sont des couleurs très vives, très fortes, très puissantes. Au début du film, quand il est très classique, ça donne vie au sentiment de l'été. Mais dans la deuxième partie du film, qui est plus moderne, il y a un jeu de contraste qui naît entre la beauté des couleurs vives et l'aspect sombre et noir de l'émotion des personnages, tu vois. Et en fait, le tout, ça donne une très grande poésie du film qui est extrêmement vibrant, qui donne une mélancolie très forte et très marquée. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un très beau film à voir.